ça? Oui. Non, mais je veux dire dans les gens qui gravitent autour des chanteurs, autour des acteurs, qui ont la... Pourquoi un silence aussi long peut-il briser une amitié de plus de 50 ans? Et surtout, qu'est-il réellement arrivé à Jacques Dutronc pour qu'Eddie Mitchell n'ose plus cacher son inquiétude? La voix se fait grave, le cadre se resserre. Depuis 3 semaines, plus un seul appel, plus un seul signe, alors qu'ils se parlaient chaque semaine. Un vide soudain, presque anormal, qui fait trembler ceux qui connaissent Jacques Dutronc, retiré en Corse avec ses chats. Aujourd'hui, pour la première fois, Eddie Mitchell brise ce silence. Et ses mots sonnent comme une alerte que personne n'avait vu venir. Mais comment en est-on arrivé là, quand on se souvient que l'infatigable Eddie Mitchell, icône du rock français et crooner respecté, dominait autrefois la scène avec une assurance presque légendaire? Mais derrière l'assurance du crooner, derrière cette silhouette familière des scènes parisiennes, une question continue de hanter l'esprit du public. Comment un homme tel qu'Eddie Mitchell, si fidèle, si constant, peut-il se retrouver soudain sans nouvelles de l'ami qui partageait avec lui l'un des plus beaux chapitres de la chanson française? Ce silence, lourd comme une porte qu'on referme trop vite, dit quelque chose de plus profond qu'une simple absence. Il laisse deviner une inquiétude qu'Eddie ne montre presque jamais. Une brèche dans l'armure de celui qui a toujours su rester discret, digne, presque pudique dans ses émotions. Et pourtant, cette fois-ci, quelque chose s'est fissuré. Car lorsqu'il évoque Jacques Dutronc, ce n'est pas seulement un confrère qu'il mentionne, mais un ami intime, un compagnon de route, presque un frère d'âme. Ce lien-là, forgé dans les studios enfumés, dans les coulisses vibrantes de l'Olympia, dans les éclats de rire des vieilles canailles, n'est pas un lien que le temps abîme facilement. Ils avaient traversé tant d'époques ensemble, tant de renaissances, tant de tempêtes artistiques. Et voilà que, sans prévenir, l'un des piliers de ce triangle légendaire semble s'éloigner dans une zone d'ombre où même les appels hebdomadaires ne trouvent plus d'écho. Eddie Mitchell a raconté cette absence presque à contre-cœur, comme si chaque mot lui coûtait. Lorsqu'il a confié aux Parisiens qu'il n'avait pas de nouvelles depuis 3 semaines, sa voix, d'habitude stable, a eu un léger flottement. 3 semaines, pour la plupart d'entre nous, ce n'est rien. Pour 2 hommes qui se parlent toutes les semaines depuis des années, c'est une rupture, un signal, une cassure discrète mais réelle. Et alors, une autre question s'impose. Qu'a-t-il ressenti Eddie la première fois qu'il a compris que Jacques ne répondait pas? De la surprise? De la gêne? Ou bien quelque chose de plus sombre? La peur d'une vérité qu'il ne veut pas encore affronter. Car la dernière fois qu'ils se sont parlé, Dutronc allait bien. Eddie l'a répété, comme pour se rassurer lui-même. Une phrase simple, mais qui trahit une autre inquiétude, celle de savoir si « aller bien » veut réellement dire quelque chose lorsqu'on parle d'un homme de 82 ans, retiré en Corse, isolé dans une maison où seuls ses chats semblent encore témoigner du rythme des jours. Entre les lignes, on sent poindre l'image d'un artiste solitaire, cachant peut-être plus qu'il ne dit, comme tant de géants qui préfèrent disparaître un temps plutôt que montrer la fragilité que la scène ne pardonne jamais. Et c'est peut-être là que réside la véritable blessure d'Eddie Mitchell. Cette incapacité à protéger un ami qu'il aurait voulu croire invincible. Lui qui a vu partir Johnny, lui qui a déjà connu la morsure du deuil, sait mieux que personne que l'équilibre des vieilles canailles tient désormais à un fil. Une amitié comme la leur, construite sur des décennies, porte aussi le poids de la peur, celle de voir l'autre décliner en silence, sans jamais avoir eu le temps de dire tout ce qu'il restait à dire. L'inquiétude d'Eddie n'est pas seulement celle d'un ami qui ne reçoit plus d'appels. C'est l'inquiétude d'un homme de 82 ans qui regarde autour de lui et comprend que le cercle se resserre, que les voix familières deviennent de plus en plus rares, que chaque absence peut cacher une vérité trop lourde à formuler. Son silence, lorsqu'il répond aux journalistes, n'est pas un simple refus de s'étendre. C'est le silence de quelqu'un qui redoute la réponse à une question qu'il n'a pas encore posée. Et si Jacques allait moins bien qu'il ne le disait? Et si 3 semaines de silence n'étaient pas un oubli, mais un signe? On imagine facilement la scène, Eddie Mitchell, en pleine préparation de la réédition d'Apochantes Amigo, reçoit une question anodine, un simple « Et Jacques, comment va-t-il » Et soudain, toute la façade tombe. Ce n'est plus l'artiste sûr de lui qui répond, mais l'homme, avec ses doutes, ses cicatrices, ses souvenirs. Il pourrait éluder, plaisanter,
détourner comme il l'a souvent fait. Mais cette fois, il ne peut pas. L'absence est trop longue, trop inhabituelle. Elle résonne dans sa vie comme une alarme qu'il n'a pas activée mais qu'il ne peut plus ignorer. Alors il dit la vérité, nu, presque désarmé. Pas de nouvelles depuis un petit moment. Et derrière ces mots, c'est toute une génération de spectateurs qui comprend. Quand un homme comme Eddie Mitchell commence à s'inquiéter, c'est qu'il se passe quelque chose. Le public le sent. Les fidèles des vieilles canailles le sentent. Même ceux qui ne connaissent Jacques Dutronc qu'à travers ses chansons sentent que quelque chose cloche, quelque chose que l'on ne dit pas encore, mais qui plane au-dessus de cette amitié comme une ombre discrète. Ce silence inhabituel ouvre la porte à 1000 interrogations. Jacques a-t-il choisi de s'isoler ? Traverse-t-il une période fragile qu'il préfère garder pour lui ? Ou bien, son état de santé est-il plus préoccupant qu'on ne le pensait ? Eddie, fidèle à sa pudeur, ne dit rien de plus. Mais son regard, sa retenue, le choix même de ses mots suffisent à laisser deviner l'existence d'une vérité plus profonde, peut-être douloureuse, peut-être impossible à prononcer tant qu'elle n'est pas confirmée. C'est cette inquiétude-là, silencieuse et sincère, qui bouleverse, car elle révèle quelque chose de rare. Même les hommes les plus solides, les plus expérimentés, portent en eux des zones de fragilité qu'ils préfèrent cacher. Et aujourd'hui, c'est justement cette fragilité d'Eddie, cette fissure inattendue, qui attire l'attention. Comme si, en perdant momentanément le contact avec Jacques, il réveillait en lui une peur ancienne, celle de voir disparaître les uns après les autres, les piliers qui ont façonné sa vie d'artiste et d'homme. Le mystère s'épaissit, et une tension presque cinématographique enveloppe leurs deux noms. Un silence de 3 semaines qui sonne comme une énigme, une inquiétude que personne ne peut balayer d'un revers de main. Et cette question, toujours là, obsédante, suspendue comme une note qui ne se résout pas. Que se passe-t-il réellement derrière les portes fermées de la maison de Jacques Dutronc en Corse ? Et pourquoi Eddie Mitchell redoute-t-il autant ce silence ? Et c'est justement en replongeant dans leurs souvenirs communs que l'on comprend mieux l'inquiétude qui pèse aujourd'hui sur Eddie Mitchell. Car entre lui et Jacques Dutronc, il n'y a jamais eu une amitié de façade ou une relation simplement professionnelle. Leur complicité est née sur scène, dans la lumière brûlante des projecteurs, mais aussi dans l'ombre des coulisses, là où les vérités se dévoilent sans artifice. Et lorsqu'on évoque les vieilles canailles, cette tournée mythique de 2014 devenue presque légendaire avec le temps, on retrouve le cœur vibrant de cette relation. Un mélange de fraternité, d'humour, de fragilité et d'admiration mutuelle. Alors, comment ne pas percevoir la profondeur de ce lien lorsque l'on se souvient des mots, parfois francs, parfois tendres, que Eddie Mitchell a déjà prononcés sur Jacques, quand il raconte, presque avec un sourire, mais un sourire chargé de nostalgie, que pendant cette tournée, Jacques dormait souvent. On sent surtout l'affection derrière la pique. Ce n'était pas un reproche. C'était une manière de dire « on le connaît, on l'aime comme ça », avec ses silences, ses absences, ces moments où il décroche. Mais derrière l'anecdote, il y avait aussi un sous-texte que peu ont relevé à l'époque. Jacques se fatiguait vite, plus vite que les autres, et il fallait parfois le booster. À l'époque, personne n'y prêtait vraiment attention. L'énergie de Johnny Hallyday captivait la scène, son combat contre la maladie étreignait les coulisses, et les regards se concentraient surtout sur lui. À côté, Jacques semblait juste Jacques, discret, flegmatique, presque lunaire. Pourtant, Eddie Mitchell, lui, avait remarqué ce léger déclin, cette façon qu'avait Dutronc de s'effacer par moments, de lutter avec une fatigue qui n'avait rien d'un simple caprice. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, ce silence de 3 semaines résonne différemment à ses oreilles. Peut-être y voit-il un écho de ces soirs de tournée où il fallait tendre la main à Jacques pour qu'il se raccroche au spectacle. À travers ses confidences récentes, on entend une vérité subtile, un peu crue. Eddie Mitchell a toujours été le pilier, celui qui soutient, celui qui veille. Pendant les vieilles canailles, il s'est retrouvé à porter 2 amis à la fois. Johnny, dont il savait qu'il ne pouvait rien attendre sinon son courage. Et Jacques, dont il devinait déjà une fragilité que l'artiste cachait derrière un humour pince sans rire. Ce rôle de protecteur involontaire, il ne l'a jamais revendiqué, mais il l'a assumé. Et quand il confie aujourd'hui qu'il attend impatiemment des nouvelles oppos,
de Jacques, on comprend que la place vide laissée par ce silence est bien plus qu'un simple détail dans son quotidien. Cette tournée de 2014, qui aurait pu n'être qu'un hommage grandiose à 3 monuments de la chanson française, est devenue pour Eddie un chapitre intime, presque initiatique. Une période où l'amitié est devenue un engagement, où la scène s'est transformée en miroir de leur vulnérabilité. Johnny se battait contre un ennemi invisible. Jacques combattait une fatigue sourde, difficile à nommer. Et Eddie, lui, faisait ce qu'il a toujours fait, tenir bon, avancer, protéger, plaisanter pour alléger les tensions, chanter pour maintenir le souffle collectif. Alors aujourd'hui, lorsqu'il repense à ces moments, il ne peut pas s'empêcher de sentir un pincement. Pas seulement parce que Johnny n'est plus là pour compléter le trio, mais parce qu'il ressent au fond de lui que Jacques s'éloigne peut-être lui aussi, doucement, silencieusement, comme s'il glissait sur cette même ligne fragile que tant d'artistes redoutent d'approcher. À Corse, entouré de ses chats, loin de la frénésie parisienne qui les a forgés, Dutronc peut donner l'impression de contrôler son rythme, de choisir sa solitude. Et pourtant, cette absence prolongée, cette rupture soudaine du fil téléphonique laisse deviner qu'il se passe quelque chose qu'Eddie ne peut pas ignorer. Ce qui bouleverse le plus dans les paroles d'Eddie Mitchell, ce n'est pas l'inquiétude brute, mais la lucidité qu'il laisse transparaître presque malgré lui. Car lorsqu'il parle de Jacques, qui dormait souvent pendant la tournée, puis de ce silence inhabituel, on sent qu'il relie les points, même si cela lui fait peur. Comme s'il comprenait que ce qui n'était autrefois qu'une anecdote amusante pouvait devenir aujourd'hui un signe avant-coureur, la trace d'un affaiblissement progressif, d'un vieillissement que Jacques, pudique, préfère garder pour lui. Et c'est là que la tension monte, presque imperceptible mais réelle, comme dans un film où la lumière commence lentement à changer. Car on devine qu'Eddie Mitchell n'est pas seulement inquiet pour son ami, il est aussi confronté à une vérité intime, presque douloureuse. L'époque des vieilles canailles est derrière eux. Les rires, les répétitions, les taquineries fraternelles appartiennent désormais à un album de souvenirs que l'on feuillette avec une pointe de nostalgie. Le temps a fait son œuvre et les 3 monstres sacrés ne sont plus ces figures invincibles que le public imaginait. Eddie Mitchell, lui, avance encore, réédite un 40e album, garde la scène vivante. Mais derrière cette vitalité, il porte une blessure discrète, celle de voir ses compagnons d'armes s'éteindre les uns après les autres, ou s'éloigner sur des chemins où il ne peut plus les suivre. La tournée de 2014, si joyeuse, si brillante, prend aujourd'hui une autre dimension. On la regarde avec une sorte de mélancolie douce, teintée de cette conscience que rien ne dure, que même les légendes sont mortelles, que même les amitiés les plus solides peuvent être traversées par des silences qui inquiètent. Et cette inquiétude, Eddie la transforme malgré lui en une forme d'aveu. À travers ses paroles, on comprend qu'il ne peut pas se résigner à ce silence de Jacques. Il l'accepte mal. Il l'analyse. Il le redoute. Car il connaît l'homme derrière l'artiste. Il sait que Jacques ne se laisse jamais aller au hasard. Il sait qu'un silence n'est jamais juste un silence. Il sait aussi que parfois, lorsque la fatigue est trop lourde, lorsque le poids des années se fait sentir, on cesse simplement de répondre, non pas par indifférence, mais parce qu'on n'en a plus la force. Et c'est peut-être cette possibilité-là qui serre le cœur d'Eddie. Alors il attend, il espère, il repense à leur fou rire dans les loges, à la voix rocailleuse de Johnny qui couvre tout, à Jacques qui soupire, s'assoupit, puis se réveille soudain pour lancer une vanne qui détend l'atmosphère. Il repense à l'amitié passée, mais aussi à celle qui demeure, fragile, suspendue à un coup de fil qui ne vient toujours pas. Et chaque jour qui passe sans nouvelles ajoute un poids invisible à ce silence. Parce qu'au fond, la véritable question n'est plus seulement « Pourquoi Jacques Dutronc ne répond-il plus ?» La question devient « Qu'est-ce que ce silence révèle vraiment ?» Et jusqu'où oblige-t-il Eddie Mitchell à regarder la vérité en face ? Et tandis que l'on scrute encore les silences de Jacques Dutronc, une autre question s'impose presque brutalement, comme une lumière qui s'allume d'un coup dans une pièce que l'on croyait vide. Que devient réellement Jacques Dutronc aujourd'hui ? Cette interrogation, que tant de fans se posent d'amant depuis des mois, résonne d'autant plus fort qu'Eddie Mitchell lui-même n'a pas su y répondre. Lui, l'ami de toujours, l'un des rares à pouvoir franchir sans gêne la porte de la maison corse où Dutronc vit entouré de ses chats, s'est retrouvé muet
désemparé, face à la demande du Parisien. Et cette incapacité à donner la moindre nouvelle a agi comme une secousse, un rappel cruel du passage du temps et de la fragilité des légendes vivantes. Car si l'on remonte seulement de quelques mois, on se souvient que la situation s'est inversée. Ce n'était pas Jacques, mais Eddy, qui disparaissait du paysage médiatique. Après l'annulation de plusieurs dates de tournée, le chanteur de 83 ans s'était retiré, épuisé, terrassé par 2 pneumonies successives et une rechute imprévue. À cette époque, c'est Jacques Dutronc qui prenait des nouvelles, c'est Jacques qui s'inquiétait, qui envoyait des messages laconiques mais chaleureux, comme il sait le faire, d'une voix bourrue mais sincère. Aujourd'hui, c'est Eddy qui se retrouve face à un vide abrupt, un renversement de rôle qui le déstabilise davantage qu'il ne l'avoue. Lorsque Eddy Mitchell raconte dans Sur la presse son année chaotique, on touche du doigt ce que l'amitié entre ces 2 hommes représente. « Je me remets de mes petits mots malheurs », dit-il avec l'humour noir qu'on lui connaît. 2 pneumonies en 1 an, une rechute en mars, une erreur de diagnostic, une opération du nez, un passage aux urgences à Gassin, une hospitalisation à Marseille, puis une chute à Paris qui lui fracture le bras droit. On dirait presque une liste écrite par le destin pour éprouver sa résistance. Et pourtant, il ne s'en plaint même pas vraiment. Il constate, il traverse, il raconte. Comme si chaque épreuve était une simple étape, presque attendue, dans cette longue route qu'est la vie d'artiste vieillissant. Mais ce qui frappe, ce n'est pas tant l'accumulation des malheurs que la manière dont il les reçoit. C'est pas mon année, j'ai hâte que 2025 s'arrête. Une phrase simple, sans pathos, mais qui révèle la fatigue profonde d'un homme qui commence à accepter que son corps n'est plus l'allié qu'il a longtemps été. Et derrière cette fatigue, on devine une autre réalité. La peur de voir ceux qu'il aime s'éloigner, disparaître ou sombrer dans des difficultés qu'il ne peut plus partager. Cette peur, il ne l'avoue jamais. Elle transparaît seulement lorsqu'il évoque Jacques. Car si Eddy Mitchell a réussi à surmonter ses propres épreuves, à revenir sur pied, à rééditer un 40e album, il ne parvient toujours pas à comprendre ce silence prolongé. Et ce silence réveille en lui quelque chose de plus intime, l'idée que la vie, même lorsqu'on croit la maîtriser, échappe soudain, dérape, nous oblige à regarder en face ce que l'on évite parfois depuis des années. La fragilité des autres, mais aussi la nôtre. Dans ce contexte, les ennuis de santé de Jacques Dutronc prennent une dimension nouvelle. L'artiste, installé entre la Corse et Saint-Tropez, a lui aussi traversé des épisodes difficiles. Une opération, une fatigue récurrente, un rythme de vie ralenti, des moments de retrait choisis mais peut-être aussi imposés. Dutronc n'a jamais été un homme expansif. Il a toujours cultivé une forme de distance, ironique, une pudeur presque sauvage. Mais lorsque cette distance se transforme en silence complet, ceux qui l'aiment s'inquiètent, à commencer par Eddy. Alors que devient Jacques Dutronc ? La réponse officielle, on la connaît peu. Quelques apparitions, des mots rares, des interviews espacées, une vie tranquille, presque retirée, qui lui convient depuis longtemps. Mais pour Eddy, ce manque de nouvelles soulève autre chose. L'inquiétude qu'un homme de cet âge, après des fragilités déjà visibles à l'époque des vieilles canailles, puisse être confronté à des difficultés dont il ne parle plus. Un passage de la vie où l'on choisit parfois de se taire, non par négligence, mais parce qu'on n'a plus la force de rassurer. Et c'est là que le récit prend une dimension plus humaine, presque philosophique. Face à la maladie, Eddy Mitchell a appris la patience, la dépendance, la fragilité. Il a compris, dans la solitude de ses chambres d'hôpital, qu'il n'y a pas de héros dans la douleur, il n'y a que des hommes. Certains avancent, d'autres reculent, certains se taisent pour ne pas inquiéter les proches, d'autres parlent trop pour s'en convaincre eux-mêmes. Lui, de son côté, a gagné quelque chose dans cette année d'épreuve, une forme de lucidité apaisée, une capacité nouvelle à accepter l'incontrôlable. Et cette lucidité rend son inquiétude pour Jacques encore plus poignante. Car il sait désormais que chacun porte ses secrets de santé, ses failles, ses renoncements. Il sait aussi que la pudeur de Jacques pourrait l'amener à traverser seul un moment difficile. Alors, dans un souffle, entre 2 phrases prononcées aux Parisiens, on perçoit chez Eddy comme une forme de résignation douce, l'acceptation que l'amitié parfois doit composer avec les silences, que le lien, même invisible, subsiste malgré tout, que le temps, aussi cruel soit-il,
ne détruit pas les histoires partagées. Mais dans cette résignation se cache une petite étincelle, une persistance têtue. L'espoir. Car s'il attend des nouvelles de Jacques, ce n'est pas seulement pour être rassuré. C'est pour renouer, pour retrouver cette complicité ancienne, pour reformer le triangle invisible qu'il formait autrefois, avec Johnny. Comme s'il voulait, avant que les années les séparent un peu plus, dire encore une fois à Jacques ce qu'il n'a jamais vraiment formulé, qu'ils font partie l'un de l'autre, qu'ils ont traversé trop de choses pour laisser un silence faire office de fin. La renaissance d'Eddie, son retour sur scène, son 40e album, tout cela ne suffit pas à combler le vide que laisse l'absence de Jacques. Mais cela lui donne la force d'attendre, de comprendre, de se préparer à toutes les réponses possibles. Dans sa voix, lorsqu'il parle de son ami, on entend comme une réconciliation avec le temps qui passe. Une sagesse nouvelle, née des douleurs de l'année écoulée, et qui lui permet de regarder la situation autrement. Non plus comme un abandon, mais comme un moment suspendu, un passage difficile que chacun traverse à sa manière. Et c'est peut-être là le message caché derrière cette inquiétude. L'idée que la véritable amitié n'a pas besoin de preuves constantes. Elle survit au silence, elle dépasse les distances, elle accepte les faiblesses de chacun. Eddie Mitchell, après tout ce qu'il vient de vivre, semble désormais prêt à accueillir cette vérité, à accepter que Jacques se taise pour un temps, à espérer sans exiger, à tendre la main sans attendre immédiatement qu'elle soit saisie. Mais cette sagesse nouvelle n'efface pas la question essentielle, celle qui continue de planer comme une ombre douce mais tenace au-dessus de leur histoire. Pourquoi Jacques Dutronc garde-t-il le silence? Et que découvrira Eddie lorsqu'il parviendra enfin à le joindre? Et peut-être qu'au fond, tout ce récit n'est pas seulement l'histoire de deux artistes que la vie a réunis, séparés, puis réunis encore. Peut-être que c'est aussi une méditation sur ce que signifie vieillir ensemble, même à distance, même dans des chemins différents. Dans les mots d'Eddie Mitchell, on sent une sagesse que seuls les grands bouleversements savent de déposer au bord du cœur. La conscience que rien n'est permanent, que la santé vacille, que les liens parfois se distendent, mais que l'essentiel demeure indestructible dans les souvenirs partagés et dans l'attachement silencieux que rien ne peut casser. Car si Jacques Dutronc s'est retiré, s'il a choisi le bruit du vent corse plutôt que celui des projecteurs, s'il se laisse envelopper par la solitude découpée par les ombres de ses chats, cela ne signifie pas qu'il renonce ou qu'il s'efface. Cela signifie peut-être simplement qu'il vit à son rythme, qu'il écoute son corps, qu'il se protège comme il a toujours su le faire, avec cette pudeur qui a façonné son mythe. Et Eddie, qui connaît mieux que personne ses zones d'ombre et ses refuges intérieurs, apprend à respecter ce silence, à l'envisager non comme une distance, mais comme une respiration, une parenthèse nécessaire, un passage. Dans cette perspective, leur amitié devient un fil souple, presque poétique, qui résiste aux années parce qu'elle ne dépend pas d'une présence quotidienne. Elle repose sur une confiance tacite, sur une mémoire commune, sur cette certitude qu'au-delà des silences, il y a toujours la possibilité d'un retour, d'un mot, d'un appel inattendu, d'un rire partagé comme autrefois. Eddie Mitchell l'a compris. L'amitié, à cet âge, n'est plus un échange constant. C'est un héritage vivant, une lumière qui continue de briller même quand l'autre s'efface un instant. Et puis, dans les yeux d'Eddie, il y a désormais ce calme étrange que l'on retrouve chez ceux qui ont traversé la maladie, la peur, l'hôpital, la fragilité. Une sorte de renaissance intérieure, discrète mais profonde, qui l'aide à regarder le monde avec plus de douceur, plus d'indulgence. Sa propre année de douleur lui a appris que chacun mène ses combats à sa manière, que Jacques n'est pas moins présent parce qu'il est silencieux, qu'un ami peut disparaître un temps pour mieux revenir, et que parfois, il suffit simplement d'attendre, sans juger, sans s'inquiéter à voix haute, pour laisser l'autre retrouver son chemin. Cette bienveillance nouvelle, cette forme de réconciliation avec les incertitudes de la vie, donne à la situation une teinte apaisée. Oui, Eddie espère obtenir rapidement des nouvelles. Oui, le silence de Jacques reste troublant, inhabituel, presque inquiétant. Mais derrière ces sentiments, il y a aussi la gratitude immense d'avoir partagé tant de routes ensemble, tant de scènes, tant de secrets d'hommes. Une gratitude qui dépasse l'inquiétude, qui la transforme, qui la rend supportable. Et c'est peut-être cela, finalement, le message que cette histoire nous souffle avec délicatesse. Nous ne contrôlons pas tout,
ni les absences, ni la santé, ni le temps qui passe. Nous ne pouvons qu'aimer, attendre, espérer. Et quand l'autre n'est plus là un moment, se rappeler que ce n'est pas toujours un adieu, mais parfois seulement un détour, un repli, un besoin. Dans ce murmure de fin, dans cette douceur presque mélancolique, on entend quelque chose d'universel. Parce qu'au-delà des chansons, de la notoriété des projecteurs, ce sont deux hommes qui vieillissent, qui s'inquiètent l'un pour l'autre, qui se soutiennent à leur manière. Deux hommes qui savent que la vie est un fil précieux et fragile et que chaque lien compte. Alors si cette histoire vous touche, si elle vous rappelle quelqu'un que vous aimez, mais dont vous n'avez plus de nouvelles, si elle vous renvoie à vos propres inquiétudes, vos propres tendresses, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire, racontez ce que Jacques ou Eddie représentent pour vous, ce que leur musique a laissé dans votre vie. Abonnez-vous pour continuer à suivre ces récits humains, chargés de vérité, de nostalgie et de lumière. Et si vous avez aimé cette parenthèse, un simple like suffit pour soutenir notre travail et permettre à d'autres de découvrir ces histoires qui résonnent encore longtemps après que la voix se soit tue. Parce que finalement, derrière chaque silence, il y a souvent une vie qui continue et une amitié qui ne demande qu'à reprendre souffle.